Média Prime Télévision, nous y serons jusqu'à 9h, 1h de moins temps universel. Alors aujourd'hui, édition un tout petit peu spéciale, climat, puisque nous vous parlerons, on va vous permettre de retourner sur ce premier sommet africain pour le climat qui s'est tenu au Kenya, à Nairobi, cette semaine même. Il y a bien évidemment des solutions africaines pour relever des défis climatiques. On en parle dans cette émission avec des gens, des personnalités qui ont l'habitude qui ont autorité sur ces questions. Là, on aura bien sûr en plateau Serge Mpele Onana qui est le chef service météo régional ici dans le littoral. Il sera avec nous. Et puis le prescripteur du mouvement écologique En Marche, Didier Yimkwa, qui sera là également pour en parler avec nous. Alors comment est-ce que l'Afrique, mais principalement le Cameroun, peut concilier développement économique et puis bien évidemment cette transition écologique? On va en parler dans cette émission. En deuxième partie, la dernière partie de cette émission est consacrée à la culture et à l'excellence scolaire. Nous irons rejoindre nos correspondants à l'international, notamment en Australie et aux États-Unis, Hilaire Sopi et bien évidemment Sylvain Kwambi. Nous parlerons de l'actualité culturelle au sein de la communauté camerounaise dans ces diasporas-là, australiennes et puis dans le pays de l'oncle Sam. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets d'actualité également vont émailler cette émission. Bonjour Ben. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Merci. Bon samedi. Il est bon, le ciel est clément ce matin. Oui. Tout à fait. Ben, je pense qu'il est également bon. Il a toujours été bon du côté du centre. Je pense au Mbamekim où deux jeunes artistes sont scotchés à présent. Il s'agit de Gilbert Solo et de Choco Koyo, qui sont de petites virtuoses, n'est-ce pas, de la scène musicale camerounaise et qui m'ont dit, écoute, fais-nous l'amitié de nous saluer ce matin. Un tui est donc scotché, n'est-ce pas? Et un tui sera servi tout à l'heure puisqu'on pourrait, avant la fin de cette émission, découvrir un travail musical de Angelbert Solo avant la fin de cette émission. Et nos invités sont également avec nous déjà en plateau. Bonjour Didier Yimkwa. Bonjour Maquet, bonjour à mon copanéliste que vous aurez le plaisir de présenter. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle matinée. C'est la première fois, je ne suis pas à l'écran. Hein. Oh, mais on vous entend. Mais c'est la première fois que je participe à votre belle émission que je connais. Très bien. Et je vous en remercie. Alors, Didier est très connu des publics de nos chaînes de télévision au Cameroun, ouais, parce que vous êtes régulièrement sur les plateaux de télé, mais principalement sur My Media Prime Télévision les dimanches, où vous venez refaire le Cameroun un peu avec mon cher ami Sylvain Chokoga. Ouais. Bonjour à vous, donc Serge Mpele Onana, Monsieur Météo. Oui, bonjour Roland Macaire, bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs, ouais, bonjour à mes companélistes. C'est un plaisir de prendre part une fois de plus à ce débat. Je vous précise déjà à Macaire que je souhaite un café moins sucré et un peu plus chaud. Pourquoi? Oui, pour des raisons de santé, c'est bien de manger moins de sucre, donc je vais le prendre vraiment moins sucré. Chacun fait son choix. Vous avez fait le vôtre. Alors, on a bien pensé de vous inviter sur ce plateau ce matin parce qu'il y a un très beau soleil là-dedans. Effectivement, comme nos prévisions l'ont annoncé d'ailleurs, ouais, ce qui permettra également un bon déroulement du côté du lycée de Deido, de l'examen du permis de conduire, ouais, de la session de septembre, de ce 9 septembre 2023, ouais, parce que lorsque le temps est clément, nous organisons plus sereinement notre examen et il y a moins de retardataires à l'arrivée. Donc, et pour toutes les autres activités, hein, ouais, un temps clément est toujours plus aisé pour une activité plus sereine et plus efficace. On a pensé à un moment donné que vos prévisions météo étaient faussées parce qu'il y a eu un bon soleil pendant tout au début du mois, enfin fin août, début septembre. Il y a eu un bon soleil, on se croyait déjà presque à la saison. Je me dis, mais qu'en est-il de ces prévisions qui nous avaient prédit de fortes pluies entre juillet, août et septembre? Mais Monsieur Macaire, je suis surpris quand vous le dites parce que si on est dans la même ville, je vais vous faire observer que c'est vrai que les précipitations sont moins fréquentes, ouais, ça il faut le reconnaître. C'est pourquoi nos prévisions sont importantes parce qu'il ne suffit pas de savoir que c'est la grande saison de pluie. Avec le changement climatique, on y reviendra tout à l'heure, les journées de pluie peuvent être rares,
Mais ce qu'on observe, c'est qu'elles sont plus intenses. D'accord. Je vais vous prendre un exemple simple. Le 21 juillet 2023, on a enregistré une hauteur d'eau de 222 mm. C'est assez impressionnant parce que depuis la pluie historique du 21 août 2020, qui avait fait parler d'elle dans la ville de Douala, on était à 143 à peu près Tout à fait. millimètres. Donc là, on a pratiquement doublé, n'est-ce pas? Ce qui montre bien qu'il y a une évolution climatique qu'il est important de considérer à travers les prévisions que nous rendons disponibles. Et lorsqu'on regarde également les tendances du début du mois de septembre, la pluie de, je crois, mercredi, ou d'avant-hier, il y a 3 jours en tout cas, qui a débuté dans la nuit, qui s'est intensifiée le lendemain, c'était mardi, en journée, en matinée, et qui a repris encore en fin de journée de manière très importante. Nous attendons les statistiques de la station d'aérodrome de la SECNA, la P30, mais on doit talonner également les 200 mm. Ce sont des quantités d'eau qui correspondent à des pluies trimestrielles, mais qu'on voit s'abattre en une seule journée. Ça signifie effectivement que nos prévisions sont à prendre en considération. Oui, ben. Justement, j'allais rebondir pour dire que la météo ne fait pas le temps. La météo fait des prévisions sur le temps. Et je souhaiterais, n'est-ce pas, que Monsieur Météo nous dise, il a fait une incursion tout à l'heure à Daido, parlant du permis de conduite, pour nous dire, à nos téléspectateurs, quel est le lien entre la météo et le transport. C'est très important. Eh bien, la météo, c'est justement l'un des membres du secteur des transports, parce que souvenez-vous que le transport, c'est également l'aviation civile, transport aérien, et il se trouve que à travers les opérations d'assistance météorologique à la sécurité du trafic aérien et de la navigation aérienne, la météo est entrée dans le domaine des transports. Donc c'est le transport est au Cameroun et dans beaucoup de pays africains, le premier consommateur des services météorologiques, même si par la suite, ce service météorologique national s'est ouvert à tous les autres secteurs socio-économiques tributaires du temps et du climat, c'est-à-dire l'agriculture avec l'agrométéorologie, l'environnement avec justement la protection civile, n'est-ce pas, contre les catastrophes naturelles, justement, à travers les alertes précoces que nous rendons disponibles, les secteurs comme la santé, parce qu'on a des bulletins de santé, bulletins météo santé, parce qu'il y a des maladies propres aux saisons, n'est-ce pas? Il y a également le domaine de l'élevage, il y a le domaine de la recherche, où nous sommes également compétents désormais, mais la jeunesse, c'est l'aviation civile à travers les opérations de la SECNA. D'accord. On va aller rapidement. On remercie déjà TAC Design qui nous accompagne également dans le cadre de cette émission. Celle qui s'occupe du costume de notre habit, de notre vêtement de cette émission aujourd'hui. Merci à TAC Design, Tati by Tati Kona. Commençons tout de suite par l'actualité. Je peux placer un mot, s'il te plaît. D'accord, très bien, très bien. Oui, oui, après ça, je voudrais dire on n'avait pas encore commencé. Oui, non, là, nous sommes pas, on veut juste contextualiser. D'accord, très bien. Le sujet, la problématique. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle climat, on y greffe. Lorsqu'on parle environnement, on y greffe climat et santé. Ces triptyques-là, on les prend ensemble. C'est comme un panier que l'on doit porter à chaque fois. Il pleut abondamment, comme il a si bien dit Serge, dans la ville de Douala, et ces pluies-là tombent sur les ordures ménagères, que ce soit dans les marchés ou bien dans les quartiers, il y a des immondices partout. Et ces eaux-là, malheureusement, emmagasinées dans ces immondices-là, harcèlent le phénomène de la décomposition des quantités biodégradables. Et le résultat est fort simple. Vous avez le lexivia, c'est-à-dire le liquide noir qui percole de ces déchets-là. Vous avez les mouches, vous avez les odeurs, et vous avez les asticots. Donc vous comprenez que voilà l'impact dont on ne parle pas assez, mais qui est visible dans les marchés. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il y a une accoutumance à cet état de fait. Les gens sont assis à côté des asticots, mangent avec les asticots, partagent leur nourriture avec les mouches, et cela, vous ne pouvez pas imaginer quelles sont les conséquences sur le plan sanitaire. Surtout que vous avez une société, une entreprise nationale qui parle d'accoutumance aujourd'hui. L'accoutumance, l'habitude, résilience. C'est pas la résilience. Non. Parce que la résilience, c'est pas péjoratif. C'est une expression qui n'est pas assez péjorative. Mais l'accoutumance, c'est comme l'addiction.
C'est très dangereux. Quand vous avez une population qui est presque, je ne dirais pas zombifiée, qui s'habitue déjà à une pratique, c'est-à-dire manger à côté des asticots, partager, je ne sais pas quoi, avec des odeurs, il faut faire attention. Et plus loin, nous étions à Kumbo. Kumbo, c'est dans la commune d'arrondissement de Douala 4e. Quand il pleut, avec la montée des eaux de la mer, il y a ce qu'on appelle l'écume de la mer. C'est des plastiques, des énormes tonnes de plastique. Je ne sais pas si les autorités communales, municipales qui nous regardent savent où se trouve Kumbo. Et plus loin encore, à peine installé, sans faire leur publicité, il y a un village qu'on appelle Mboma. C'est un village qui est presque dans la, abandonné, isolé. Toujours à Douala. Oui, dans la mangrove. 80% de nos compatriotes qui vivent là-bas ont fui la guerre du Nozo. Et les 20%, c'est les Libériens, les Nigériens, ou bien qui font la pêche. Donc, c'est un sérieux problème. C'est pour ça que lorsque j'ai juste un espace médiatique comme Mauve, je ne peux ne pas parler de ces Camerounais qui vivent à Kumbo, qui sont obligés de déféquer dans l'eau, qui sont obligés de boire cette même l'eau de la mer, qui est de l'eau dure par rapport à l'eau douce, qui vraiment ne vivent pas, se battent au jour le jour pour survivre. J'ai vraiment du plaisir, malheureusement, à parler de ces populations de Bona Mbomé. Il faut penser à elles. Il ne faut pas les abandonner. Et quand il pleut, abandonnement, ces gens-là ne vivent pas. C'est des populations batraciennes, amphibiennes. Très bien, c'est entendu. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on va évoquer notre sujet principal de l'émission aujourd'hui à propos du sommet sur le climat. On va dire 2 ou 3 choses parce qu'on va quand même faire, je dois mentionner qu'on va faire abstraction de quelques sujets parce qu'on a commencé avec beaucoup de minutes de retard, dont on ne reviendra pas sur l'image de la semaine qui est une tradition dans cette émission. Mais on va tout droit sur quelques sujets de l'actualité. On commence avec la rentrée scolaire qui a commencé le 4 septembre dernier. C'est la plus grosse actualité de cette semaine qui est en train de s'achever. Vous l'avez. Je voudrais savoir un peu, vraiment on va être très court dans cette séquence consacrée à l'actualité, que chacun nous dise un tout petit peu, nous raconte la rentrée telle que vécue et les perspectives, les attentes surtout. Serge. Oui, merci Roland Macaire. Je dois dire que personnellement, j'ai été satisfait de la manière dont la rentrée s'est tenue dans notre pays, principalement dans la ville de Douala. Il faut préciser que ce jour-là, la pluie avait laissé les élèves aller d'abord à l'école. Exactement, exactement. Elle a été très gentille. Exactement. Même si une fois de plus, comme vous le savez, cela avait été prévu. Nous avions annoncé une deuxième rentrée des classes très très sensible sur le plan atmosphérique. Et vous avez bien vu la pluie que j'évoquais tout à l'heure, qui a donné des sueurs froides. Mais pour ceux qui sont connectés à nos prévisions, cela ne devrait pas être surpris. Nous avons d'ailleurs adressé à l'endroit des parents un code vestimentaire qui ne doit pas qui ne doit pas oublier, n'est-ce pas, sur le plan du matériel scolaire des enfants et de leur vestimentaire, bien sûr des manteaux, très important en cette période de pluie, ainsi que des bottes, parce que figurez-vous que dans certains quartiers de notre ville et même sur l'ensemble de notre région, nous avons des écoles qui sont inaccessibles, avec donc justement des voies impraticables, parfois des obstacles comme des trous. On va penser aux populations des quartiers comme PK14, PK21. Voilà, 21. Pratiquement, vraiment, ça ne marche pas là-bas. Exactement. Du côté de Lundi également. Voilà, les enfants doivent se munir des bottes pour se protéger, surtout également des manteaux, prévoir également justement pour leur matériel scolaire ce qui est utile pour protéger ce matériel scolaire-là, notamment des sacs adaptés pour se mettre à l'abri des risques que présente cette période. Donc, globalement, nous nous réjouissons de ce qu'il n'y a pas eu d'incident particulier, parce que, excepté l'enfant qui s'est fait emporter par les eaux du côté de Dakar, c'était avant la rentrée, nous en avons profité pour renforcer la sensibilisation. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette année scolaire qui commence? Pour cette année scolaire, nous souhaitons déjà, au niveau de la météorologie,
que nos consignes soient respectées, comme nous l'avons mentionné, mais aussi que les autorités municipales et administratives veillent à ce que les voies de drainage des eaux soient ouvertes pour que nous n'ayons pas d'autres cas de victimes des eaux, notamment les tout petits qui sont très vulnérables. Nous souhaitons également que les conducteurs, les automobilistes qui font face également pendant cette période d'intempéries à des risques importants d'accidents, notamment la réduction de la visibilité, la chaussée glissante et surtout les automobilistes véreux ou alors indélicats qui s'hasardent à rouler à tombeau ouvert. Nous leur demandons de redoubler de vigilance afin que pendant cette période de forte pluviométrie, que les accidents, qu'on ait zéro accident, comme le veut le ministre des Transports, dans nos différentes villes et surtout dans les campagnes également, où le risque est également important. Merci pour ces conseils pratiques au plan transport. On sait combien c'est très important dans nos localités, dans nos différentes villes, parce que le transport public a de sérieux problèmes. Et on souhaiterait vraiment, comme vous l'avez dit, que l'année s'achève sans grands incidents sur ce plan-là. Alors Didier, la rentrée a bien démarré cette année 2023. Tout le monde est content, mais on a quand même entendu quelques sons de cloche au niveau des enseignants qui souhaiteraient encore faire débrayage cette année parce qu'il paraît que leurs problèmes n'ont pas connu une solution à ce jour. Quelles sont les attentes que vous avez par rapport à cette année scolaire? Bon, vivement que leurs problèmes soient pris en compte par les pouvoirs publics. Bon, à notre niveau, nous avons lancé notre rentrée. C'était rentrée scolaire avec 0 déchet. Malheureusement, on n'a pas été écoutés. Les enfants sont rentrés dans l'insalubrité totale. Je voudrais dire ici que, vous savez, l'air de Douala est très très pollué, comme celui de Yaoundé. Les gens, certains sociologues considèrent ça comme la drogue. Ils expliquent pourquoi nos compatriotes qui travaillent à l'air libre sont très violents, parce qu'ils sont en contact de cet air très très pollué. Et puis il y a évidemment des analyses qui sont faites qui montrent que cet air est très pollué. Je travaille même ça change avec, le comportement, ça change bien le sûr, cerveau. Bien sûr, je travaille même sur la pollution de l'air avec un professeur, le professeur Mbachou. Il est pneumologue à l'hôpital général de Douala. Et s'il nous suit, je lui dis bonjour. Et je le félicite pour le travail, l'immense travail qu'il fait. Personnellement, il n'est pas payé pour ça. Mais en tant que pneumologue, il a choisi de placer quelques appareils un peu partout dans la ville de Douala qui lui donnent des très bonnes informations, des très bons renseignements. Vous savez, pendant la saison sèche, l'air de la ville est chargé de particules fines. Beaucoup de particules fines. Et lorsqu'il pleut, les eaux pluviales sont des eaux acides. Parce que ces eaux qui viennent là drainent, charrient toutes ces particules fines-là. Et pendant la saison, c'est vous pour observer les carcasses de voitures, les murs, les feuilles, des plantes qui ont des couches de poussière. Et subitement, quand il pleut, ces eaux-là lessivent la surface de ces feuilles, lessivent, lavent ces voitures, ces carcasses, ces poussières-là. Vous ne vous demandez pas où vont ces eaux-là. Ces eaux-là vont soit dans la mer, soit dans la mangrove, si ça existe encore. Ces eaux peuvent contaminer les nappes superficielles ou bien souterraines. C'est pour cela que j'appelle ici à un sens de responsabilité de ces jeunes dames qui fabriquent les boissons comme le COSAP ou bien comment on appelle ça, le foléré, et dont nos enfants en raffolent pour leur dire de faire attention parce que pendant les classes, leurs activités montent en croissance, mais il faut surtout penser à ces enfants-là qui consomment ces produits-là pour au moins sauvegarder ou garantir la santé. Et vous savez très bien, je ne vous apprends rien, que pendant la saison, pendant la rentrée scolaire, les enfants sont souvent sujets victimes d'un certain nombre de maladies comme des gastrites. Évidemment, c'est parce qu'ils consomment des produits pareils. Donc, l'ignorance est un chaos. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de sensibiliser ces gens-là qui souvent ne le savent même pas. Donc, ils doivent utiliser vraiment de l'eau potable. Et peuvent même bouillir cette eau
et puis le refroidir avant de fabriquer leur produit. D'accord, merci. On vous proposera une chronique de Josica tout à l'heure par rapport bien évidemment à l'alimentation de nos écoliers. Ben Adjali, journaliste que vous êtes, avec vos yeux, vous avez constaté quand même que la rentrée est partie sur de bonnes bases cette année. Ah oui, c'est chaque année qu'elle passe sur de bonnes bases. Roland Macaire, je vais dire, la chanson, bon, c'est une rengaine. Chaque année, ce sont pratiquement les mêmes problèmes. Je vous rassure qu'il y a des parents qui n'ont pas encore fait inscrire leurs élèves, leurs enfants. Bon, c'est comme un train qui quitte la gare. Il y en a qui sont dans les premiers wagons, il y en a qui vont occuper les derniers, il y en a qui vont me rater le train pour le retrouver, je ne sais pas moi. Mbanga, je ne sais pas si Mbanga existe encore. Ils vont le retrouver comme quelque part à Ezeka ou à, je ne sais pas moi, à Maton. Non, tout le monde n'est pas logé dans la même enseigne. Je voulais d'ailleurs avoir une pensée pieuse pour cette jeune fille qui a trouvé la mort entre deux feux. Au niveau, n'est-ce pas, dans le sud-ouest, malgré les mesures prises par les autorités en charge de la défense et de la sécurité. On l'a annoncé, vous le savez, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense l'a annoncé, malheureusement. Elle a fait toute une réunion avec le gouverneur des régions. Bon, je vais finir en disant que les parents, ceux qui ont réussi à faire inscrire leurs enfants, ne doivent pas se débarrasser, ne doivent pas se dire on a acheté des fournitures, les enfants sont inscrits, basta, c'est tout. Non. Ne laissez pas vos enfants aux seuls enseignants, n'est-ce pas, pour assurer leur éducation. L'éducation, ça commence. Et les enseignants alors? Les éducations commencent à la maison. Et les pauvres parents qui, je pense par exemple à ceux-là qui attendent encore d'être payés, les ex-employés du chantier naval, qui, vous savez, n'est-ce pas, ont fait un pied de grue du côté, n'est-ce pas, de Yaoundé. Beaucoup de courage à eux, parce que c'est pas facile de voir les autres aller à l'école, alors que vous attendez encore d'être payés, d'entrer, n'est-ce pas, en possession de votre dû. C'est pas toujours facile, donc beaucoup de courage à ceux-là. Et je sais que beaucoup également, n'est-ce pas, qui ne trouveront pas une place dans une salle de classe, au public ou au privé, attendront peut-être les cours du soir qui commencent généralement en octobre ou encore en novembre. Voilà. Beaucoup de courage aux enseignants, aux chevaliers de la craie, mais on sait que c'est difficile pour certains qui vivent dans des conditions, oh mon Dieu, très, 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 très précaires. Beaucoup de courage quand même. Et on espère que d'ici à la fin de l'année, c'est vrai qu'un enseignant, n'est-ce pas, un élève qui échoue, c'est également cet enseignant qui a échoué. Mais il ne faudrait donc pas faire passer, n'est-ce pas, tout le monde, même les cancres. Parce que j'ai eu dit que à certains examens, les gens ont eu certains ont passé avec un 7 fort ou un 8 fort. C'est qui est déplorable quand même, parce que cela peut justifier pourquoi le niveau, on décrit la baisse du niveau, n'est-ce pas, d'instruction aujourd'hui de nos enfants. D'accord. Alors, on va dire une dernière chose sur une dernière question d'actualité, parce qu'on ne fera pas le tour comme prévu. On va aller droit sur une question qui a un rapport étroit avec notre thématique principale du jour. Il y a que le maire de ville exige désormais qu'il y ait des toilettes dans des chantiers, parce qu'il a constaté que le personnel, les ouvriers, les maçons, bref, tous ceux qui travaillent dans les chantiers de construction n'ont pas très souvent où se soulager. Ils font en plein air et ça a un impact négatif, je ne sais pas, positif sur l'environnement. Donc, le maire de ville exige qu'il y ait désormais des toilettes publiques, pas seulement dans les chantiers, mais pendant les manifestations publiques. Évidemment, vous savez, le maire de la ville reste cohérent, parce qu'avant cela, il a fait publier un arrêté sur un certain nombre de pollutions. Dans cet arrêté, on parle de défécation, d'épanchement urinaire, parce qu'on s'est rendu compte que, bon, ce n'est peut-être pas des injures, nous sommes assez très sales dans la ville de Douala. Et puis, le choléra est résistant. Si le choléra est résistant, ce n'est pas un fait de hasard. Ça ne tombe pas du ciel, c'est de notre action. C'est tout simplement parce que les gens ne se comportent pas de façon responsable. Vous savez, il y a des études qui ont été faites ici à Douala. Lorsque vous prenez toute la ville de Douala, vous avez à peu près 70% de maisons qui n'ont pas de latrines normées, qui ont des latrines à fond perdu. Et moi particulièrement, bon, c'est vrai que le moyen ici n'est pas condamnable. Pendant mes descentes sur le terrain, je vais un jour comme ça au camp Yabassi, il faut que je le dise, je constate qu'il y a un filet d'eau là, c'est le Mbopi, qui maintenant est devenu juste un filet d'eau là. Je remarque la matière fécale entre dessus et l'eau, tout simplement parce que les gens qui vivent à côté, lorsqu'il y a quelques gouttes de pluie, profitent de l'occasion pour ouvrir les vannes et les libérer. Ouais.
Et ce n'est pas seulement un problème de quartier mal structuré. Hein. Vous pouvez aussi le constater à Bonanjo, à Akwa. Lorsqu'il pleut, il y a des odeurs d'œufs pourris qui montent. C'est tout simplement parce que les gens profitent de cette occasion-là pour libérer leurs puisards, les fosses septiques. Et malheureusement, c'est ça qui est à l'origine du fait que le choléra reste encore très, très résistant. Et puis, nous sommes exposés à ce que les médecins appellent le péril fécal. C'est toutes ces maladies qui peuvent nous tuer comme facilement. Donc, le maire a parfaitement raison. Mais j'espère que les promoteurs de bâtiments vont respecter. Comment il fera pour assurer les contrôles? Oui, il y a la police municipale. Les agents de la police municipale sont chargés de ce contrôle-là, sont chargés de veiller à cela. Et nous qui faisons aussi, parce que les immeubles à usage commercial ou bien d'habitation sont assujettis à ce qu'on appelle la notice d'impact environnemental. C'est une forme d'analyse environnementale, mais qui relève la compétence des communes. Ouais. Et effectivement, dans ce qu'on appelle le cahier des charges environnementales, on exige, même avant le communiqué du maire, on exige que dans les chantiers, qu'il y ait quand même des zones d'aisance pour protéger d'abord ceux qui travaillent dans le chantier et puis les populations riveraines. C'est important d'avoir des toilettes dans des chantiers et même dans des places publiques, des manifestations, au cours des manifestations publiques, parce qu'on a vu quand même que des gens louent parfois des espaces pour faire un anniversaire, un mariage. Il n'y a pas de toilettes mobiles. Et le lendemain, c'est grave. C'est la catastrophe. Voilà, je pense que c'est fondamental, Monsieur Macaire, parce que, figurez-vous, pour commencer par le secteur de la météorologie, les maladies hydrovéhiculées, c'est leur période actuellement. C'est-à-dire des maladies propres à la saison de pluie, parce que justement cette pluie, comme disait M. Inkwa tout à l'heure, draine un ensemble d'éléments, n'est-ce pas, et propage donc cela dans l'espace. Et figurez-vous, M. Macaire, que lorsque vous entrez dans une structure comme votre média, la première intention qu'on a souvent, c'est si je veux me soulager, est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'il y a un lieu, un petit coin où je pourrais le faire? Et s'il y a un petit coin, est-ce qu'il ne va pas me faire vomir lorsque je vais entrer? Voilà. Et figurez-vous que c'est l'image qui reste de toute organisation quand vous allez quelque part. Et c'est valable pour un pays, c'est valable pour une ville. Donc, au-delà... Le maire de ville est dans son bon droit. Absolument, absolument. Parce que le besoin naturel dont nous évoquons ici relève de la responsabilité également régalienne de l'État, qui a le souci de la santé et de l'épanouissement de ses compatriotes. Donc, ça remet aussi sur la scène la problématique des toilettes publiques. Ces toilettes publiques-là, on ne les voit pas beaucoup dans notre environnement. Et lorsque on en trouve, on vous demande de payer, mais le service ne suit pas toujours. Tout à fait. Donc, il faudrait qu'en plus de ces toilettes fixes, qu'il y ait des toilettes mobiles pour des manifestations, par exemple, parce que vous n'allez pas créer des latrines sur la voie publique. En plein air. Voilà, donc il faut des toilettes publiques, mobiles, n'est-ce pas? On peut, si l'État le veut, sous-traiter ce type de service. Et ça existe même. Voilà, mais il y a des opérateurs privés. Voilà, c'est pas assez visible. Maintenant, dans des chantiers, il est important également que les ouvriers qui viennent travailler se mettent à l'aise. Je crois que l'implémentation d'une toilette, d'une latrine dans un chantier, c'est la priorité. Avant même de commencer le gros œuvre, il faut penser à comment est-ce que ceux qui travaillent vont se mettre à l'aise. Voilà, donc c'est une initiative à saluer et à encourager. Et maintenant, les mesures de dissuasion, elles existent également avec la police municipale et d'autres mécanismes de contrôle prévus par la réglementation. Alors, Ben, le maire de ville ne devrait pas seulement s'arrêter dans ces deux cas, donc les chantiers en construction, les manifestations publiques, il devrait rentrer dans les marchés également. Quand on va dans les marchés, Didier a parlé tout à l'heure du camp Yabassi, pour ceux qui sont véhiculés, qui vont très souvent demander les services des garagistes de ce côté-là. On se gare pour dépanner le véhicule, mais à un moment donné, quand on veut se soulager, il n'y a pas d'espace approprié, même dans nos grands marchés. Alors, il faut bien que le maire de ville s'étende sur ces autres points. Oui, en principe, j'étais souriant lorsque Didier parlait tout à l'heure. En principe, c'est ce qui devrait être fait, mais ce n'est pas ce qui est fait.
Moi, j'ai habité dans des quartiers où j'ai passé 5 ans. J'ai pas vu, n'est-ce pas, une inspection de la mairie. Pas une inspection. Au contraire, je suis allé me prendre, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, d'une mairie d'arrondissement, 100 ans, parce que des eaux, n'est-ce pas, du voisin, des eaux souillées, n'est-ce pas, souillaient la cour dans laquelle j'habitais. Il aura fallu beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour que ce service vienne constater. Donc, je dis, c'est ce qu'il devait faire. D'ailleurs, je pense qu'au niveau, n'est-ce pas, de la mairie, il y a tout un département, hygiène, santé, environnement, ce qui existe. Mais les descentes sont rares, n'est-ce pas, sur le terrain. Or, on devrait veiller à cela. Également, le ministère de l'Environnement, il y a tout un ministère pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? Et c'est pour moi l'occasion de saluer la mémoire d'une grande dame, Madame Foni, quand on parle de toilettes publiques aujourd'hui. Non, il ne faut pas oublier le ministère de la Santé, qui a la direction de la santé publique, voilà. Avec une sous-direction hygiène et assainissement. Voilà. Tout à fait. Merci. Parce que chaque fois, on a tendance à tirer uniquement sur le ministère de l'Environnement. On oublie que presque tous les ministères aujourd'hui ont des secteurs qui s'occupent, ont des services qui s'occupent des questions environnementales. Comme le transport. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs, si vous permettez Ben Adiali, de signaler que les problèmes de toilettes, on n'en connaît plus beaucoup dans nos agences de voyage. Voilà. Voilà, comme c'était le cas à une certaine époque, à travers justement nos campagnes de sensibilisation, de contrôle, qui permettent d'informer les usagers sur le fait que le tarif qui leur est imposé implique le service de confort. Ouais. Qui intègre il a quand même fallu qu'on en arrive à un événement malheureux. Malheureusement. Je vous disais... la problématique même des ordures alimentaires, moi je suis surpris que le ministre de la Santé, qui est très volubile, n'en parle pas. Ouais. Alors qu'on a toute une direction qui aurait pu se... Permettez-moi quand même de saluer la mémoire de Madame Foni. C'est avec elle que beaucoup de Camerounais ont découvert les toilettes mobiles lors de grandes manifestations. Ouais, voilà. D'accord. Et d'ailleurs, Serge l'a également relevé. Et il faut dire que même sur le plan, c'est même bien sur le plan du recyclage, parce que ces matières fécales là ou bien les urines, on peut les réutiliser pour la fabrication des engrais. Des engrais, des gaz. Voilà. Et d'ailleurs, il faut le constater également, c'est que, je crois en 2018, le maire de la ville lançait déjà une opération de la construction de 20 toilettes publiques, latrines publiques. Malheureusement, il ne sait pas où on en est. Non, le problème est lié, il faut que je parle, le problème est lié même à la configuration de la ville. Ceux qui ont pensé à la planification de la ville de Douala n'avaient pas pensé à ce type de toilettes. Lorsque vous piochez, lorsque vous voulez fouiller la terre aujourd'hui, vous touchez soit les câbles téléphoniques, câbles électriques, ça devient très très difficile. Nous avons beaucoup travaillé sur les questions de... C'est vrai. Vous trouverez rarement des quartiers comme Balien. Non, c'est un fait. Non, c'est un fait. Ce n'est pas pour absoudre le management. Justement, parce qu'il faudrait éviter... Mais c'est un problème qui est là aujourd'hui. On a constaté que... Donc l'alternative pour moi, excuse-moi, l'alternative pour moi, parce que c'est un fait, c'est pas facile aujourd'hui de construire les toilettes publiques sur les trottoirs. Parce que tout est là en bas, sous le sol. Mais on peut trouver une alternative comme les toilettes mobiles, par exemple. Didier, nous sommes d'accord. Nous constatons donc que les pouvoirs publics, là, ont échoué. Il y a un déficit de toilettes publiques dans nos grandes villes. Là, il faut l'accepter. C'est leur faute. Parce qu'ils n'ont pas pu planifier. Vous parlez, n'est-ce pas, de l'urbanisation, ça se planifie. Il y a tous des ministères en charge, n'est-ce pas, de voir tout cela. Et ça se comprend. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on a fait passer une route, demain on vient la creuser pour rentrer dans les câbles, pour ressortir des câbles, pour placer, etc. On dirait qu'il n'y a pas eu une harmonisation entre les services de téléphonie, les services, n'est-ce pas, d'électricité, les services, n'est-ce pas, des eaux. Donc, je dis, ça ne nous concerne pas. Mais je dois vous avouer que c'est bien de rappeler aux gens qu'il faut des toilettes. Même dans tous les prêts-à-boire que nous avons là, faites un tour, n'est-ce pas, dans tous ces prêts-à-boire-là. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de lieu d'aisance. Tout est sale. Et j'irai même plus loin. Dans nos services administratifs. Moi, à un moment, je me suis dit, voilà, si nous arrivons à Bonanjo, vous arrivez, si vous faites des images, on va vous dire que vous n'êtes pas patriote. Parce qu'il faut couvrir cela. Dans des services administratifs, des toilettes, n'est-ce pas, publiques, des lieux d'aisance ne sont pas entretenus. C'est dégueulasse. Très bien. Donc, il faudrait que les services, n'est-ce pas, de la mairie et de la santé fassent, n'est-ce pas,
correctement le travail. Merci beaucoup Ben, merci à vous chers téléspectateurs d'être là, vous êtes au Café du Prime Week-end sur My Media Prime Télévision. Alors je vous invite à partager le lien puisqu'on est parallèlement en direct sur notre page Facebook, My Media Prime TV et même sur notre page YouTube également. Vous pouvez partager le lien afin qu'on soit davantage nombreux dans cette émission. Alors on va passer à notre thématique du jour, la thématique principale, on parle du climat à l'issue de ce sommet africain pour le climat qui s'est tenu donc cette semaine du côté du Kenya. Alors il faut préciser que des solutions africaines pour relever des défis climatiques, c'était l'objectif du tout premier sommet africain sur le climat qui s'est achevé donc mercredi à Nairobi au Kenya. Démarche ambitieuse qu'il faut d'ailleurs saluer également, car pendant cette rencontre de 3 jours, des chefs d'État ont affiché leurs divergences, notamment sur les énergies fossiles. Certains ont estimé qu'il faut en finir avec le pétrole, le gaz naturel, le charbon, et qu'il faut plutôt mettre l'accent sur les énergies renouvelables. D'autres ont souligné que beaucoup de pays d'Afrique ont encore besoin du gaz. Demander aux pays qui polluent le moins d'abandonner les énergies de transition serait vraiment injuste. À la fin, une déclaration commune a été adoptée. Les chefs d'État s'engagent à développer les énergies renouvelables, à encourager les industries vertes. Ils insistent donc sur la nécessité de dégager des fonds pour les aider à financer leurs actions climatiques. Je voudrais proposer qu'on regarde ce petit reportage qui a été tourné par nos confrères d'Africa News, donc à l'occasion de ce sommet, le tout premier, sur le climat qui s'est tenu donc en Afrique. C'était 54 pays au total qui étaient donc là-bas et le Cameroun était bien représenté par son ministre des Transports. Regardons ce petit reportage et on se retrouve juste après. Au coup d'envoi du premier sommet africain pour le climat qui s'est ouvert lundi au Kenya, les décideurs africains ont souligné le potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable et ont appelé à une participation financière internationale pour relever ce défi. Lors de cet événement, le président William Ruto a souhaité que cette rencontre permette au continent de trouver un langage commun sur le climat. Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermique, de biomasse durable et d'hydroélectricité. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro carbone d'ici 2050. L'Afrique où vit plus d'1 milliard d'habitants abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Pour les organisateurs, un succès à Nairobi donnera un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28. Et si nous passons à l'étape suivante et nous nous engageons dans des activités à valeur ajoutée telles que le raffinage de ces minéraux en métaux de qualité industrielle, cette valeur pourrait quadrupler pour atteindre 50 milliards de dollars. Et si nous considérons la chaîne de valeur de bout en bout pour les véhicules électriques, y compris la batterie et tous les autres composants, la valeur du marché monte en flèche. Et cette conférence de 3 jours vise également à démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais un continent dynamique avec des solutions pour le monde. Voilà planté dans le décor de ce qui s'est passé à Nairobi cette semaine. Le constat est là. Le sujet sur le dérèglement climatique n'est plus qu'une question des pays pollueurs, des grands pays, parce qu'on nous dit que non, l'Afrique ne doit pas en parler, nous on a encore des problèmes de famine et tout ça, mais c'est une affaire qui concerne tout le monde, puisqu'on voit quand même que des forêts sont en train de se rétrécir au fil des temps, l'eau est souillée davantage. Serge, je commence par vous. L'État camerounais était présent à ce sommet. Qu'a dit notre ministre par rapport à la transition écologique évoquée de ce côté-là? Eh bien, je dois déjà vous rappeler que le ministre des Transports qui a représenté et honoré le Cameroun à ce grand rendez-vous climatique africain
intervenait davantage dans sa casquette de président de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie, entendez ENCOMET. Et il était assisté du directeur de la météorologie nationale, Monsieur Simplice Chidatazo, par ailleurs représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation météorologique mondiale. Maintenant, je n'y étais pas personnellement, je ne sais pas grand-chose sur la déclaration du ministre des Transports, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Cameroun s'est engagé, lorsque vous lisez le rapport national sur le climat et le développement au Cameroun, vous constatez que le Cameroun s'est engagé en 2021 à réduire de près de 35% de ses émissions de gaz à effet de serre. À côté de cela, la politique volontariste du Cameroun conduite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a permis au Cameroun, à travers l'adoption de son mix énergétique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Cameroun de 9,20 tonnes de CO2 émis par habitant en 1998 à 4,89 tonnes de CO2 seulement en 2018. À côté de cela, il faut faire observer que le Cameroun ambitionne, toujours dans son mix énergétique, de augmenter la part en termes de pourcentage de la contribution des énergies renouvelables de moins de 1% actuellement à peu près 25% d'ici 2030. Et en dehors de cela, ces aspects qui concernent le réchauffement climatique, parce que je voudrais, Macaire, qu'on comprenne bien qu'il y a une différence entre le réchauffement climatique et le changement climatique. Parce que lorsqu'on va le comprendre, on comprendra donc que le ministre des Transports a apporté dans ce rendez-vous climatique des contributions à la fois en matière de réduction, n'est-ce pas, du réchauffement climatique, donc de la baisse des températures par des mesures propres que je viens d'évoquer, mais aussi en sa casquette de président de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie, de montrer les avancées du Cameroun en matière d'application, de promotion du développement socio-économique des secteurs tributaires du temps et du climat. Parce qu'il faut dire que cette conférence ministérielle africaine sur la météorologie est née à Nairobi, où s'est tenu ce sommet, n'est-ce pas? Et l'objectif était donc de mettre en place un mécanisme intergouvernemental de haut rang qui accompagne tous les secteurs d'activité tributaires du temps et du climat qu'on a évoqués en début d'émission, les transports, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, la santé, la protection civile, la recherche, etc. Donc, sur ce deuxième plan-là, il faut comprendre que le changement climatique, pour clarifier la différence ici entre les deux concepts, ne se limite pas aux températures. Le changement climatique, c'est les températures d'abord, c'est-à-dire l'augmentation rapide et importante sur le plan global des températures. Alors que le changement climatique intègre les autres paramètres climatiques, c'est-à-dire les précipitations, les vents, l'humidité. C'est pourquoi les manifestations récurrentes des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les ouragans, les cyclones, les inondations, les épisodes de sécheresse, sont en fait le fait du changement climatique et non du réchauffement climatique. Deuxième différence importante pour faire un peu de pédagogie avec vos autres téléspectateurs, Macaire, c'est très important, c'est que le réchauffement climatique est global, c'est-à-dire qu'il concerne l'ensemble de la planète, alors que le changement climatique peut varier localement. C'est-à-dire qu'entre diverses régions du monde, on peut observer, n'est-ce pas, des mutations climatiques à plusieurs variables. Autre différence importante qui va beaucoup nous aider dans la compréhension de ce sommet, c'est que le changement climatique concerne, en réalité, existe depuis longtemps. Parce que quand vous regardez la préhistoire, vous allez constater que les périodes glaciaires et interglaciaires, et même chaudes, se succédaient et s'alternaient, n'est-ce pas, naturellement, par des raisons naturelles, comme des raisons astronomiques, des raisons, bien entendu, géographiques, des raisons même volcaniques, n'est-ce pas? Parce que sur le plan géographique, par exemple, il y a l'effet de déplacement des continents vers les pôles, qui justifiait donc ces variations climatiques naturelles, alors que le changement climatique et le réchauffement climatique a pour cause des activités humaines qui s'est intensifié avec la révolution industrielle,
n'est-ce pas, du milieu du siècle, du XXe siècle, où on a donc observé une concentration historique et une émission importante des gaz à effet de serre, lesquels gaz à effet de serre compromettent donc le règlement naturel de l'effet de serre, parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs que l'effet de serre, c'est quoi? C'est en fait une régulation naturelle de la planète, de sa température et de son climat. Et avec la révolution industrielle, on a constaté que jusqu'à nos jours, il y a eu une augmentation de 40% de ces CO2, parce que ce sont des gaz qui sont présents naturellement dans l'atmosphère et qui permettent de filtrer les rayons du soleil, une partie des rayons du soleil sur la Terre, laquelle les renvoie dans l'espace pour un réchauffement normal. Mais avec la forte concentration des activités humaines industrielles et la pollution accrue, on se rend compte que 40% désormais de ces CO2 sont émis dans l'atmosphère, ce qui entraîne un réchauffement anormal de la planète. Surtout de la planète et l'Afrique en partie. En partie, naturellement, avec des risques importants, M. Macaire, comme l'acidification et la montée des océans, n'est-ce pas, qui aujourd'hui représentent une menace planétaire. Et il est donc urgent d'agir. Voilà pourquoi, à ce niveau-là, le ministre des Transports, certainement, lorsqu'on lit la déclaration du président Ruto, est revenu sur l'urgence pour le Cameroun de s'associer à l'organisation intergouvernementale des experts sur le climat qui voudrait que, parce que cette forte concentration de gaz à effet de serre, elle ne va plus baisser, hein, monsieur Macaire. C'est comme le diabète que vous contactez, c'est-à-dire que le niveau de sucre dans le sang qui a été emmagasiné, il ne va plus baisser. Donc, les prochaines années, on doit s'attendre encore à des températures plus chaudes si l'objectif des experts du GIEC qui voudrait qu'on limite à 2%, n'est-ce pas, le rythme d'augmentation de cette température d'ici à 2100 soit respecté à travers donc, ces politiques volontaristes dont j'ai mentionné. Maintenant, dans le domaine du changement climatique pour sortir Macaire, vous observez comme moi les efforts qui sont faits par le gouvernement sous la houlette du ministre des Transports. On l'a vu en Algérie, on l'a vu au Maroc tout récemment pour renforcer le développement des services météorologiques et hydrologiques nationaux et pour moderniser, bien entendu, en tant que président de l'ANCOMET, les centres climatiques régionaux, n'est-ce pas, afin que nos sociétés africaines, n'est-ce pas, puissent être capables de résilier, n'est-ce pas, à ces effets conjoints du réchauffement climatique et du changement climatique, parce que si l'un n'est pas l'autre, l'un au moins est la cause de l'autre en grande partie, c'est-à-dire que la récurrence des phénomènes météorologiques extrêmes aujourd'hui se justifie par le réchauffement de la planète. Donc il faut agir donc sur ces deux couloirs-là et permettre donc à nos sociétés d'être plus résilientes, plus efficaces et surtout, je vais chuter par là, j'ai aimé le sens d'indépendance de l'Afrique, M. Macaire, à ce rendez-vous climatique parce que vous vous souvenez qu'il y a eu un sommet à Paris, ensuite il y a eu un autre en Russie, n'est-ce pas? Il fallait que l'Afrique s'asseye et qu'elle décide elle-même parce que les tendances ne sont pas les mêmes. Vous savez que la Russie, la Chine, l'Inde et une bonne partie des BRICS ne sont pas pour l'abandon de ces énergies fossiles. Elles travaillent d'ailleurs à ce que ces énergies fossiles soient maintenues parce qu'elles trouvent leur compte, notamment en matière de nucléaire, pour maintenir la guerre en Ukraine et d'autres aspects, alors que le camp capitaliste n'est pas pour maintenir, elle est plutôt dans la logique d'aller vers les énergies renouvelables. Donc le sommet de la COP28 de fin novembre qui va se tenir donc à Dubaï sera donc un enjeu stratégique et c'est bien que l'Afrique choisisse son camp pour parler d'une même voix. Et justement, à ce grand sommet. La position adoptée à Nairobi sera d'ailleurs discutée là-bas lors de cette COP28 et surtout que les chefs d'État d'Afrique, très remontés, voudraient finalement qu'on passe des promesses à la réalité, au concret. À des réalisations, puisqu'il y a plus de 100 milliards d'euros qui sont prévus depuis quand même très longtemps. Mais très longtemps. Et dites-vous bien, pour chuter, dernière chute, Macaire, dites-vous bien que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à une production énergétique commercialisée dans le monde qui a plus de 80% d'origine fossile. D'accord. Ça veut dire que l'équation sera très difficile à résoudre s'il n'y a pas une volonté. Avec vous, on a quand même déjà eu, vous nous avez égrené là quelques initiatives que le Cameroun a déjà mis sur pied pour assurer cette transition écologique. On va également mentionner que la mairie de ville de Douala est très en avance également sur ces questions avec l'agenda 29, mais qui est là, tout est sur le document, mais sur le terrain pas encore. Alors, Didier, vous connaissez ce sujet de fond en comble. Votre réaction déjà par rapport à ce sommet? Pour mieux comprendre ces questions de changement climatique, c'est important que les Africains s'asseyent pour parler de climat alors que les gens meurent de faim, par exemple. Je vais en venir. Pour bien comprendre ces sujets-là, c'est-à-dire pour mieux cerner les contours, il faut ramener ça dans
le champ des relations internationales. Et quand vous êtes dans les champs des relations internationales, le seul paradigme qui compte, c'est les intérêts. Donc si vous ne comprenez pas ça comme ça, vous n'allez rien comprendre des enjeux climatiques aujourd'hui. Parce que le climat est devenu ce qu'on appelle en géopolitique le soft power. Tout à fait. On l'utilise pour faire du n'importe quoi. Ce qui s'est passé en Nairobi, ça me plaît, parce que j'espère bien qu'à la COP28, les Africains pourront parler du même voix. Il y a une déclaration. J'espère, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dernièrement à la COP27. J'espère, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui peut tutoyer la Chine, qui assume son leadership dans le développement, soit des énergies renouvelables variables, soit de l'investissement de la technologie des énergies renouvelables. C'est deux choses différentes. J'espère. Parce que si l'Afrique n'est pas unie, comme Kwame Nkrumah disait, on ne pourra rien faire dans le champ de la géoéconomie. Pourquoi ce mini-sommet africain? Vous savez, il y a eu beaucoup de COP, beaucoup de conférences de parties sur le climat, mais je placerai mon curseur sur la COP 21. La COP 21, où le chef d'État avait pris un certain nombre d'engagements. À l'époque, il fallait réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 31%, à savoir 11% de notre responsabilité et 21% de la responsabilité de la communauté internationale. C'est-à-dire, au cas où la communauté internationale nous accompagne, on attaque les 21%. Si la communauté internationale ne nous accompagne pas, effectivement, c'est leur problème. Mais ce que je voudrais dire en tant que militant, on ne peut pas aujourd'hui nous empêcher d'exploiter nos ressources d'hydrocarbures pour nous développer. Si on nous empêche, par exemple, il y a 500 millions d'Africains qui vivent des services écologiques du bassin, des massifs forestiers du bassin de Congo. Bon, si on nous demande de ne pas exploiter notre bois, ou bien si on veut rationner l'exploitation, soit du bois, ou bien de nos ressources du sous-sol, il faut des mesures de compensation. Effectivement, tu as parlé de 100 milliards tout à l'heure, c'est ces mesures de compensation qui tardent à être déboursées. Vous savez pourquoi? Mais bien sûr, on sait pourquoi. Il y a on peut ergoter sur le fait que ces grands pays du Nord, des gros émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, ne sont pas prêts à délier les bourses. Donc on est dans les relations internationales. Donc on peut comprendre pourquoi. Donc moi je crois que l'objectif de la COP21 jusqu'à présent n'est pas atteint. Parce que l'objectif de la COP21, d'abord, il fallait déjà qu'on accepte que c'est l'homme qui est à l'origine des émissions de gaz à effet de serre à travers ses activités. Et ensuite, il fallait financer la transition écologique de l'Afrique pour que l'Afrique ne réplique pas le système capitaliste qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Mais malheureusement, cette transition écologique tarde à être mise sur pied. Le Cameroun a choisi ses voies, la voie d'adaptation et la voie de réduction. Et à l'époque, d'atténuation, réduction, et à l'époque, quand le président de la République avait fait ses choix, moi j'ai rencontré des grands experts qui disaient quand même, un pays qui n'est pas assez développé, qui choisit de réduire sa production industrielle parce qu'il faut réduire ses émissions. Bon, le chef de l'État, un homme opportuniste, il savait très bien qu'il y a un mécanisme de péréquation qui voudrait que plus vous réduisez vos émissions et mieux vous avez l'opportunité de capter un certain nombre de ressources financières dans les institutions financières. Mais malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Donc voilà ce que moi je peux dire. Et pour ça, je sors en disant que j'espère que l'année prochaine, l'Afrique parlera du même voix. D'accord. Au-delà, je vous relance un tout petit peu pour 1 ou 2 minutes. Au-delà des postures beaucoup plus politiques, au plan social, est-ce que vous êtes au courant quand même de cet agenda maintenant de la mairie de ville? Bien sûr. Alors, pour parler plus clairement à nos téléspectateurs qui ne comprennent pas grand-chose. L'agenda 21, c'est un cahier de charge. C'est un cahier de charge. Oui. Je sors par là en 2016. Est-ce qu'on a commencé à l'implémenter déjà? Je ne pense pas. Ok, très bien. Je ne pense pas. Ou bien on va me dire, je fréquente beaucoup la communauté. Il est prévu d'aménager quand même le cadre de vie on dit, des populations. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci. En 2016, le Cameroun s'est doté
d'un instrument stratégique de planification qui prend en compte le changement climatique. Moi, j'ai eu la chance de participer à 2 ateliers dans 2 zones agroécologiques différentes. La zone agroécologique côtière de Douala et puis la zone agroécologique des Hautes-Terres de l'Ouest. Donc, le Cameroun, il est sorti de là, parce qu'il y avait 5 ateliers dans les 5 grandes régions. Il est sorti de là, le programme national de mécanisme au changement climatique. Ouais. C'est-à-dire le mécanisme d'adaptation au changement climatique. Et ce mécanisme d'adaptation est englobant. On ne voit pas seulement le climat, c'est la santé, c'est les industries, c'est le transport. Donc, lorsqu'il faut construire les logements, il faut tenir compte du climat. Lorsqu'il faut penser aux politiques d'éducation, il faut tenir compte du climat, de l'industrie, de l'agriculture. On parle de plus en plus de l'agriculture climato-intelligente. Bon. Mais la première recommandation dans ce dans ce programme que vous pouvez trouver même sur Google, chaque localité doit se doter de son plan local de mécanisme d'adaptation au changement climatique. Et ce qui rejoint ce qu'on peut lire dans le préambule de l'accord de Paris, que les combats contre les changements climatiques se gagneront au niveau local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous regardez par exemple les ordures ménagères, il y a un gaz qui s'échappe, c'est du méthane. C'est un gaz à effet de serre qui est 20 fois plus puissant que le CO2. Donc tout va se passer à la base. Donc si vous luttez contre le changement climatique, il faut commencer par exemple, si vous choisissez par exemple le couloir d'adaptation, parce que l'adaptation agit directement sur les effets, On va ressortir par sur les effets du changement climatique, à savoir les inondations, à savoir la sécheresse, les mouvements de terrain, c'est-à-dire les doublements de terrain, c'est à la base. Donc chaque commune doit élaborer son plan local de mécanisme d'adaptation au changement climatique. Les maires sont au courant, certains. Rien n'est encore fait. Certains, mais ils vous disent qu'ils n'ont pas assez de moyens Très bien. pour réaliser entendu. leur plan. Merci beaucoup. Alors, Ben, le climat, le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est des sujets importants pour tout le monde, pas seulement pour les Blancs. C'est pas péjoratif, mais parce que j'ai entendu à l'issue de ce sommet, beaucoup d'Africains dire que nous, on a faim. Qu'est-ce qu'il y a à nous parler des gaz, des machins et tout ça? Il faut que les dirigeants africains travaillent d'abord Non, mais il faut leur dire. Il faut leur dire. Non, il faut leur dire que l'environnement et santé. Exactement. Il faut leur dire ça. C'est parce qu'ils ne voient pas la corrélation entre le climat, la santé. La question est posée. Alors, un mot. Oui, je vais à contre-courant. Mais je pars de ce que Didier vient de dire. Nous aimons les grandes théories. Mais qu'est-ce que la ménagère là va comprendre? Moi j'ai aimé la chute de Didier. Il est revenu sur Terre. C'est ça. Parce que nous étions très loin dans les airs là. On revient sur Terre. Pas de là pour Voilà. dérive. Pas du réchauffement, changement climatique. Voilà. Je vous prends un cas simple. À Douala, vous savez que nous avons eu la mangrove. Lorsque nous partons de l'aéroport, tout le côté Youpouela, c'était la mangrove. Elle est allée où? Je vous assure qu'à l'époque, j'avais fait des images où on disait que c'était une zone réservée. Il ne fallait pas la toucher. Mais aujourd'hui, ça a été détruit. Et il y a des entreprises qui sont installées. Aqua, lorsque nous sommes à Aqua d'Edo, il y avait des arbres plantés, qui avaient été plantés. Et qui permettait aux gens, n'est-ce pas, vous comptez les échanges gazeux chlorophylliens. On respirait quand même un peu lorsque vous arrivez à l'extrême nord, à Marois, dans ces villes-là. Vous pouvez cheminer un bon bout sans vous sentir, n'est-ce pas, très chaud. Voilà. Donc ça devait commencer par là. Didier parle, n'est-ce pas, de ces poubelles qui jonchent, qui embellissent nos rues aujourd'hui, nos grandes villes. Voisines, il faut commencer par lorsqu'il pleut. Qui sont sources d'émissions, qui sont sources de. Voilà, bon, il faut commencer. Je dis là, nous. C'est ça que j'ai aimé lorsqu'il a dit qu'au plan local, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Maintenant, les COP, là, ce qu'on appelle les conférences des partis, COP, machin depuis Rio de Janeiro, et puis ainsi de suite. On a eu plusieurs COP. Hein? On peut vous attarder à la COP 21. On a eu toutes ces COP organisées sous l'égide, n'est-ce pas, des Nations Unies. Maintenant, je suis d'accord que les Africains essaient aussi de faire, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent faire. D'accord, très bien, mais vous avez décidé de ramper. Ils l'ont fait, oui, ils l'ont fait, je suis d'accord. Mais maintenant, écoutez, à la fin, on tend toujours la main à l'Occident. Et Didier a dit que c'est une affaire, n'est-ce pas, ce sont des relations
relations internationales. Bien sûr. C'est le plus fort. C'est un peu comme un enfant qui dit, écoutez, bon, moi je vais faire ce que je peux faire, je quitte la maison des parents. Et lorsqu'il se retrouve dehors, 2-3 jours après, il se trouve qu'il n'a pas d'eau, il n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il va rentrer encore dans la main aux parents. S'il vous plaît, Ben, ne faites pas ce que vous avez dénoncé, vous avez dit qu'on est trop aérien. Moi, je vous pose une question, vous avez décidé de ramer à contre-courant. Les gens disent qu'on a faim, mais on nous parle de climat. Est-ce que c'est important pour les Africains de parler de climat? Peut-être que... Roland Maquet, je voudrais dire ceci. Et j'ai aimé. J'ai dit, nous sommes partis, n'est-ce pas, des concepts. Hein? A dit que nous sommes arrimés, n'est-ce pas, à leur logique. Parlons, discutons avec eux. Nous sommes dans un monde globalisé. Mais maintenant, ce qui est bien de dire à ceux qui pensent ainsi, c'est effectivement ce que Didier a dit. Il a dit que l'approche pédagogique, revenir sur le plan local, pour dire que vous également, vous avez votre rôle à jouer. Serge, il faut concilier les deux. Absolument. Déjà, les deux ne parce sont que j'ai un plus- problème de temps, on va aller rapidement. Ça, il faut le dire, merci Macaire, on ne peut plus dissocier les deux. Je vous ai parlé du rapport national sur le climat et le développement au Cameroun, qui nous montre que le changement climatique, pour prendre l'axe du changement climatique, impacte 70% de la population du Cameroun, qui dépend des aliments de l'agriculture. C'est-à-dire que 70% des deux populations aujourd'hui sont exposées à la famine et à l'accroissement de la pauvreté du fait du changement climatique. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus un combat pour la famine et un combat pour le développement. Non, il y a un combat pour un développement durable, c'est-à-dire un développement socio-économique qui intègre l'environnement. Alors, à ce niveau-là, le Cameroun œuvre sur 4 grands axes stratégiques. Le premier axe, c'est d'abord justement de préserver son potentiel naturel. Je dois vous dire que le Cameroun est situé au bassin du Congo, qui est la 3e plus grande forêt du monde, n'est-ce pas? Le Cameroun est toujours situé au bassin du Congo et c'est l'Afrique en miniature qui représente toutes les variétés climatiques du continent, avec une géographie contrastée. Le Cameroun, c'est un potentiel humain important. Voilà pourquoi, dans cette stratégie-là, il est prévu de renforcer la résilience au changement climatique à travers le renforcement des énergies renouvelables, parce qu'on utilise davantage l'hydroélectricité, mais on doit davantage intensifier le solaire, l'éolien, n'est-ce pas, et même la biomasse, c'est-à-dire que cette énergie agricole dont la nature, n'est-ce pas, est naturellement favorable au Cameroun. Ensuite, il y a un aspect important au niveau de l'urbanisme. Et là, vous savez que le ministère des Transports a signé déjà avec les grandes métropoles du Cameroun un accord cadre en vue d'assister ces métropoles dans la prévention des catastrophes naturelles et dans la promotion du développement durable. On a vu des immeubles s'effondrer à Douala. C'est parce que justement, dans la réalisation de ces ouvrages-là, la variable climatique n'est pas prise en compte. Parce qu'il y a une disposition de votre toiture, n'est-ce pas, en fonction de la nature, la direction et l'intensité des vents, avant d'implanter votre toiture. Donc, il y a maintenant en matière de gouvernance locale, et là je rejoins mes deux copanélistes, pour chuter vraiment, qui voudraient aujourd'hui que toutes les mairies, au-delà, n'est-ce pas, de cet apport, de cette assistance météorologique, prennent en compte dans leur environnement, n'est-ce pas, la variable climatique dans la planification de leurs micro-projets, n'est-ce pas, pour garantir une société non seulement développée, mais aussi résiliente à ces variations climatiques-là. Et je vais chuter, bien entendu, Macaire, en vous disant que nous ne pouvons pas vivre comme si on était dans un monde à part. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un soutien en termes de financement. Alors, parce que cet investissement climatique... Je voudrais vous proposer quelque chose. Et je voudrais qu'on regarde un peu un petit élément qu'on a préparé pour vous, pour vraiment faire suivre nos propos de fait. Au plan, vous avez égrené ce que l'administration camerounaise a déjà fait sur la question, mais au plan privé, il y a également des personnes qui travaillent. On a rencontré quand même cette dame, Ghislaine Tessa, qui construit des maisons écolo. C'est un sujet important. D'ailleurs, elle a eu à gagner un prix à Dubaï l'année dernière. Le Big Five, c'est une organisation qui prime tous ceux qui font dans la construction écologique. On va regarder un très court extrait de ce qu'elle dit de son prix. Le Big Five, pour ceux qui sont du métier, en tout cas du BTP, le Big Five, c'est un très grand salon dédié à la construction. Peut-être le plus grand salon, pas peut-être, le plus grand salon Afrique, Moyenne, Orient, Asie du Sud, dédié à la construction. Donc vous avez des exposants, des panels, des forats. Il y a un ensemble d'informations, en tout cas, qui se tient sur 3 jours avec une cinquantaine de milliers
de visiteurs et d'exposants. Donc durant ce Big Five qui se tient pendant 3 jours ou 4 jours à Dubaï, au World Trade Center, donc il y a un événement qui est le Big Five Award, le Impact Award. Donc les awards visent à récompenser les entreprises et les personnalités du monde de la construction qui se sont distinguées dans certains domaines, et cette année en particulier dans ce qui concerne le développement durable, la construction verte et plus vertueuse. Et donc dans ces awards cette année, il y avait 17 catégories qui portaient à la fois sur les projets et sur les personnes. Donc nous, on a concouru dans 2 catégories et on a remporté le prix sur ces 2 catégories-là. Ce qui reste par rapport à l'événement ce jour-là une exception, parce qu'il y avait eu plus d'une 50aine de finalistes sur les catégories. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que comme je l'ai dit, on a porté Dokoti en particulier, mais le Cameroun en général, au monde. En fait, on a placé le Cameroun sur la carte mondiale de la construction et de la construction vertueuse, en fait, durable, ce qui est quand même aujourd'hui quelque chose d'assez important. Nous, avec ce projet, ça prouve qu'en fait, on a quelque chose d'important qu'on peut apporter à la face du monde. Et ça, pour moi, c'est être finaliste déjà, c'était très important. Alors gagner, donc il y avait la catégorie dans laquelle on a été sélectionné, c'est le leader de la durabilité de l'année. Donc moi, j'ai remporté cet award. Et puis le projet dans lequel on est, la maison Écolo Millennium, a remporté l'award pour la catégorie carbone net zéro. Donc le projet qui promeut la réduction de l'empreinte carbone, le projet de construction qui promeut le plus la réduction de l'empreinte carbone au cours du processus de construction et du cycle de vie de la maison. Alors voilà une initiative quand même qui va dans le sens de cette transition écologique. Alors on va terminer, dernière chose que chacun va dire quand même, oui. L'image que vient de voir là, moi je ne considère pas ça comme une alternative. À la lutte dans contre cette le maison, changement on climatique. n'utilise pas de clim. Hein. Oui, mais quel est l'impact? C'est de ça que quel impact? Parce que pour avoir un impact, il faut faire ça par exemple dans tout un pays. Par exemple, ce que je vois qui est formidable, c'est la valorisation des matériaux locaux. C'est tout ce que nous demandons aux maires. C'est ce qui est fait. Oui, c'est ça, c'est très bien. Oui, c'est ce que nous demandons aux maires. Ouais. C'est-à-dire, il faut. Je dis que dans le préambule, il faut lire, dans le préambule de l'accord de Paris, on dit la bataille contre le changement climatique, c'est au niveau local. Et pour y arriver, il faut d'abord la bonne gouvernance. Ouais. Parce qu'en 2007, le ministre de l'Environnement vient de lancer ici la journée mondiale de l'environnement. Il a dit ceci, et je l'ai gardé, que la cause principale, la déstructuration de notre changement climatique, ou bien la dessiccation de la terre, c'est la pauvreté. Et nous l'avons observé sur le terrain. Dernièrement, nous nous battons, même jusqu'à présent, sur des questions d'érosion marine et des régions côtières. Lorsque vous allez voir les pêcheurs ou bien les exploitants du sable, ils vous disent que nous sommes au courant du grand risque. Nous sommes au courant, par exemple, qu'à Kribi, à tout moment, l'axe principal peut rompre, mais nous voulons vivre. Si on n'a pas d'alternative, nous sommes obligés d'exploiter notre sable, de creuser le sable. Vous allez voir ceux qui pratiquent le braconnage, qui déstructurent tout ce qu'il y a comme équilibre dans la biodiversité. Ils vous disent que non, si on ne chasse pas, on ne va pas vivre. Didier, maintenant, je vais sortir de là. Je vais sortir de là. En marche. Est-ce qu'on peut se développer en protégeant l'environnement? Je dis non. Mais l'essentiel, c'est toujours de veiller à ce qu'il y ait l'équilibre entre les exigences écologiques, environnementales, anthropologiques, oui, et les impératifs du développement. Et c'est ça l'axe de notre combat. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Une dernière chose, Serge. Alors Didier dit qu'on ne peut pas se développer en protégeant l'environnement. Je vais dire le contraire. C'est un gros débat. Aujourd'hui, n'est-ce pas, aujourd'hui l'environnement est la variable déterminante de la prospérité des États, avec les enjeux de l'heure. Donc le Cameroun est sur une bonne trajectoire. Il suffit tout simplement que cette volonté politique qui est très bien visible soit implémentée sur le terrain à travers, n'est-ce pas, ce que j'appelle le développement participatif. Oui. C'est-à-dire qu'au plus petit niveau, que chacun comprenne que, n'est-ce pas, aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme de développement et qui ne rime pas avec la pauvreté, parce que figurez-vous que la croissance verte dont les États ont garanti la promotion à ce rendez-vous climatique africain, a également des niches d'emploi énormes
a des opportunités terribles pour la jeunesse aujourd'hui. Oui. Voilà, en matière, n'est-ce pas, d'énergie renouvelable, en matière de recherche, en matière d'innovation, n'est-ce pas, en matière, bien entendu, d'industrie électrique, etc. Il y a tout un grand chantier, n'est-ce pas, qui attend la jeunesse africaine aujourd'hui dans ce secteur et qui a l'avantage comparatif de la démographie. Merci d'être passé, Serge. Je vous en prie. Donc, dire à tout le monde de préserver l'environnement, le climat, parce qu'il permet notre survie. Comment par les ordures ménagères? Très bien. Les choses que les gens C'est entendu. Ben, on va sortir du sujet, je vous en prie. On n'a plus assez de temps. Alors, on va vous remercier. On avait Serge Pelé Onana, qui est donc le chef service régional de la météo. C'est lui qui nous permet d'avoir les prévisions météo tous les matins sur nos différentes chaînes de télé. Et puis, monsieur le prescripteur, merci d'être passé. C'était très court, mais... oui, j'espère que la prochaine fois, on parlera uniquement de la technologie inhérente aux énergies renouvelables, parce que l'Afrique est en train malheureusement de passer à côté. Très bien. Je voudrais faire une transition pour parler de culture à l'instant. On va aller du côté de l'Australie, retrouver notre correspondant qui est de ce côté-là. Il s'agit bien sûr de Sylvain Kwambi. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain Kwambi. Je ne sais pas si Sylvain est avec nous. Alors Sylvain nous parle ce matin de cet événement du côté de l'Australie, qui est une sorte de promotion de la culture des communautés africaines qui se trouvent là-bas. Ça s'appelle Africulture Festival, qui a eu lieu le 2 septembre dernier, et il faisait partie des Camerounais qui... tous les téléspectateurs. Bonjour, Roland Macaire. Merci d'être des nôtres ce matin. J'espère qu'il fait très beau temps là-bas du côté de l'Australie. Alors, dites-nous exactement ce que c'est que l'Africulture Festival. Bon, ce que nous avons pu avoir comme information ici, l'Africulture Festival, c'est un mouvement qui promeut justement la culture, l'art, la danse, la cuisine, la mode africaine. Et c'est un événement qui dure 15 ans déjà, donc à l'occasion justement de notre passage pour la couverture de la Coupe du Monde, on ne pouvait rester indifférent à une information comme celle-là, surtout quand on parle de promouvoir la culture africaine à des milliers de kilomètres, à plus de 1000 kilomètres. Donc il est important pour nous de toucher du doigt cette réalité-là et de voir comment est-ce que les Africains se déploient dans ce vaste continent. La réalisation va nous permettre de regarder quand même quelques images qu'on a pu voir, que vous avez pu faire donc de cet événement Africulture Festival, qui réunit quand même toutes les communautés d'Afrique, mais principalement celle du Cameroun, pour célébrer, pour mettre au toit la culture du Cameroun. Je ne sais pas si Johnson nous permet de voir quelques images de cette Africulture-là. Mais comment se portent les Camerounais en général là-bas du côté de l'Australie? Les Camerounais que nous avons trouvés ici se portent très bien. La particularité, c'est que sur le plan de l'accueil, c'est assez chaleureux. Rien à voir avec ce qu'on nous fait souvent comprendre de la diaspora camerounaise qui n'est pas accueillante, qui en permanence en train de faire des critiques. Donc on a vu une diaspora qui est très bien organisée à travers une association ici, qui regroupe plus d'une centaine de membres répartis dans presque toutes les zones du Cameroun, et qui célèbre chaque année une journée ici, et qui se joint également à la communauté africaine, toute la communauté africaine représentée ici en Australie, pour célébrer justement cette Africulture Festival, et cela donne un cocktail assez plaisant à voir. Je constate que nous n'avons pas suffisamment d'images à propos de cette Africulture. Ben, une question à l'endroit de Sylvain, par rapport justement au mouvement de la diaspora de ce côté-là. Ouais.
Sylvain, vous confirmez que vous êtes facilement fait intégrer dans cette mouvance africaine en ce qui concerne l'Australie? Parce qu'on parle quand même d'un continent très compliqué, l'Australie. Effectivement, il faut dire, lorsque nous sommes arrivés, c'est vrai, quand nous sommes arrivés, on a eu quelques petites difficultés à retrouver les organisateurs et enfin, on a pu tomber sur eux. Ils étaient très surpris de savoir que un média de l'Afrique et particulièrement du Cameroun venait couvrir cet événement. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils nous ont guidés, qu'ils nous ont parlé de l'événement. Et surtout, nous voulions aller un peu plus loin pour savoir comment est-ce que l'intégration des Africains qui arrivent ici se passe. Et on s'est bien rendu compte que si le plus difficile, c'est d'arriver ici, lorsque vous y êtes, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place par les Africains et même par des Australiens pour permettre à ce que l'intégration se passe de la plus belle des manières. Donc, on a découvert un pays assez ouvert, on a découvert un pays assez accueillant, mais après, il faut bien se mettre en règle pour pouvoir bénéficier de toutes les facilités et de toute la sociabilité qui est mise en place ici en Australie. Est-ce facile de retrouver les mets africains là-bas et ceux du Cameroun en particulier? Est-ce que Sylvain nous a entendu? Je n'ai pas très bien suivi la question. Est-ce facile de trouver des plats africains du côté de l'Australie et en particulier ceux du Cameroun? Oh, c'est pas très évident, mais dans nos recherches et dans nos marches, il faut le dire, avec le confrère Constant Julien, on est allé dans certains endroits, on a vu quand même des boutiques africaines qui sont le plus tenues, il faut le dire par la communauté nigérienne. Et à partir de là, vous pouvez retrouver le cube magique au consomme au Cameroun, vous pouvez retrouver les bifadas, vous pouvez retrouver les bâtons de manioc, le tapioca. Donc, la frontière entre le Cameroun et le Nigeria fait qu'il est aisé pour la communauté nigériane de ramener par ici les mets et les épices du Cameroun. Et on a même vu du plantain ici. Donc, du coup, si vous voulez consommer africain, il suffit simplement d'aller dans ces supermarchés tenus par certains Africains. Et vous pouviez vous-même acheter tout ce dont vous aurez besoin et rentrer simplement à la maison pour faire ces mets. D'ailleurs, il y a de cela 2 semaines, un dimanche, on a été invité justement par la communauté camerounaise à l'occasion de leur réunion mensuelle. Et à partir de là, nous avons pu déguster de bons mets camerounais avec le cancan, avec le gombo, bref. Tous les mets camerounais étaient représentés et c'était un pur délice de savoir que ici, la culture camerounaise était valablement représentée. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on pouvait dire avec vous ce matin, Sylvain. On se retrouve très prochainement au Café du Prime Week-end. La seule chose qu'il faut peut-être regretter au-delà de cette intégration des Africains, c'est qu'on a bien le sentiment que malgré les efforts qui sont faits, contrairement à d'autres communautés, par exemple, lorsque vous arrivez ici, il y a des endroits où vous arrivez et vous n'avez pas le sentiment d'être véritablement, vous vous sentez pratiquement en Asie, parce qu'il y a une très forte communauté asiatique ici, il y a une très forte communauté indienne, et ils savent vivre en communauté, contrairement aux Africains, qui sont extrêmement dispersés, et c'est souvent très compliqué. Pourtant, il y a tout un quartier qui est dédié justement aux Africains, qu'on appelle Black Town. Peut-être qu'il faudrait que les Africains changent un peu cette mentalité d'apprendre à se regrouper pour pouvoir mieux vivre et davantage mieux s'intégrer. Donc, c'est le petit regret qu'on a ici. Pour voir les Africains, il faut vraiment se déplacer d'un bout à l'autre. C'est pas évident. Pourtant, d'autres communautés sont suffisamment regroupées et ça permet que leur intégration et même le business puisse être facilement effectué ici. Merci beaucoup, Sylvain.
À très vite, à la semaine prochaine, pourquoi pas. Alors, on fera un deuxième arrêt, bien évidemment, chez l'oncle Sam avec la voix de la diaspora, Hilaire Sopi, notre correspondant Globetrotter qui nous rend compte, bien évidemment, de la Convention des peuples des Grassfields établie aux États-Unis. À côté, il nous propose une rencontre exceptionnelle avec une créatrice de mode, parce qu'il faut quand même porter sur le toit du monde les cultures africaines là-bas aux États-Unis. Avec cette dame, elle est promotrice d'événements culturels, de mode et aussi. Il s'agit de, elle s'appelle Tifes. Son petit nom c'est Tifes parce qu'elle est épouse d'un chef. Son chef et son mari est un grand chef ici dans le sud-ouest camerounais. Hilaire Sopi depuis les États-Unis. Bonjour Hilaire. Est-ce qu'on a Hilaire en repérage avec nous ce matin? Bonjour Hilaire Sopi, Hilaire qui vient de faire une semaine aux États-Unis pour cette convention des peuples des Grassfields établie de ce côté-là. De plus en plus, les Camerounais se retrouvent pour se resserrer les liens, pour réchauffer les liens où qu'ils se trouvent. Et là, Hilaire aux États-Unis est allé donc participer à cette convention-là. Et comme je disais tout à l'heure, tout à côté, il a profité pour nous permettre de faire une rencontre avec cette dame qui est créatrice de mode. Son petit nom, Tifes. C'est un nom d'artiste. Chief, en anglais, c'est chef. Donc, elle est épouse de chef. Son mari, son époux est chef ici même au Cameroun, dans le sud-ouest Cameroun. Voici Hilaire. Bonjour Hilaire. Ici, bonjour Macaire, bonjour le Cameroun, bonjour Douala, bonjour la République. Nous sommes ici à Delaware, dans l'état, n'est-ce pas, de la Pennsylvanie aux États-Unis. Comme vous me l'avez demandé tantôt concernant l'actualité ici aux États-Unis, il faut dire que l'actualité reste marquée par l'arrivée de nos majestés du côté des États-Unis, beaucoup plus dans l'état de Los Angeles, où s'est tenue ce week-end la grande parade All Bamileke Convention, donc la grande convention du peuple Bamileke, du peuple Grassfield, où d'ailleurs a participé pratiquement 4 à 5 majestés venues tout droit de l'Ouest Cameroun. Parmi ces majestés, il y avait le roi des Bafoussam qui a fait le déplacement, qui s'est d'ailleurs arrêté tout d'abord chez le patriarche Tapa Carmel Christophe du côté de Washington, et puis s'est déporté du côté de LA, Los Angeles, où la convention s'est tenue, une convention qui a cristallisé toute la diaspora. Pratiquement 1000 à 1500 personnes étaient attendues du côté de Los Angeles. Également du côté du Canada, il y a eu la convention des peuples de Grassfield qui s'est tenue du côté du Canada, avec la grande parade des danses traditionnelles de l'Ouest Cameroun, qui est aussi mobilisé plus de 1000 personnes, sachant que la rentrée était cette semaine. Il fallait bien cet événement pour clore pratiquement la saison culturelle, afin de redémarrer cette saison qui s'annonce. Et pour dire une nouvelle saison qui s'annonce, nous sommes arrivés ici du côté de Delaware pour couvrir l'événement qu'on qualifie ici de la Tifes Fashion Show. La Tifes Fashion Show, c'est une sorte de culture traditionnelle qui est et qui sera pratiquement à sa 2e édition. Je vous laisse d'ailleurs la possibilité d'écouter la promotrice de cet événement, Tifes. Particularly this year, it's different from Tifes 1.0. Tifes 1.0 was the debut, like the beginning of a new phase of things. It was a discovery of the person that I was, the artist behind Tifes. And this second edition is different, and it's second edition because we were disturbed by COVID, so we had to wait a little bit. Other than that, probably this would have been like the 5th edition. Second edition, this is very dear to me because we are using this opportunity to unveil the beauty of African culture. A culture that is quite rich, whether you're from North Africa, South Africa, Central Africa, West Africa. The culture all over Africa is very, very rich. But the sad part is that we in the diaspora are beginning to put a nail on the coffin. We're kind of silencing our own culture. It seems as if we're shy
to accept who we are. But I think before we succeed politically in Africa, we have to first accept who we are. And by accepting who we are, it is beginning to know where we came from, what our cultures are, and what do we eat, what do we wear, what are the things that can make people recognize where we come from. We are slowly losing that. So this year we're trying to revamp that again and make our people remember that our culture, because it is so rich, it is not something that you shy from. It is who you are. It is your roots. And if you don't know who your roots are, what your roots are, then you don't know who you are. Voilà, c'était donc Tifes elle-même, la femme du chef, hein, parce que Tif, c'est le chef, et Tiefes. Alors, Tiefes, parce que son époux est un chef traditionnel du 3e degré du côté du sud-ouest au Cameroun, et elle a donc fait cette déclinaison qu'on appelle Tiefes. Elle fait essentiellement dans la mode une question de retour aux sources, comme elle a si bien expliqué dans ses propos tout à l'heure. Voilà donc ce qui cristallise l'actualité culturelle ici du côté de l'oncle Sam. Merci à vous, il fait très beau là-bas, hein, un bon soleil. Bonjour à vous encore, Hilaire Sopi. Je ne sais pas s'il est déjà de retour à Paris. On va profiter pour dire bonjour également à toute la communauté camerounaise qui nous regarde du côté donc, du pays de l'oncle Sam, mais principalement au cadreur de Hilaire Sopi, GPS. Merci, on aura une autre chronique certainement la semaine prochaine parce qu'Hilaire, c'est un peu notre globe-trotteur, il fait le tour du monde et à chaque fois qu'il y a une actualité culturelle importante, il n'hésite pas à nous la proposer. Ben, les Camerounais investissent le monde entier et n'hésitent pas à se réchauffer. Ah ben, tout à fait, vous savez, nous sommes dans un monde, je l'ai dit tantôt, globalisé. Ouais. Et c'est toujours bien, n'est-ce pas, que le Cameroun, qui représente tout un continent, vous savez que nous sommes un continent, soit là à se retrouver dans ces milieux où il faut être et place to be. Et comme Sylvain Kwambi du côté de l'Australie, il est Sopi Globetrotter, ce sont tous des ambassadeurs du Cameroun et nous en sommes fiers. Très bien. Alors, on va faire une petite transition avant de retrouver nos invités, nos prochains invités, puisqu'on parle dans un très court instant d'orientation et d'excellence scolaire avec les anciens élèves du lycée bilingue de Bafoussam. Il y a un événement qui est prévu le 29 septembre prochain. Et on en parle donc, on vous donne tous les détails dans cette émission. Mais je passe par cette petite transition qui va vous détendre un peu. C'est de voir comment un artiste sait rendre hommage à ceux qui lui ont donné à boire et à manger quand il en avait besoin. Van Lister a fait un petit tour chez lui au village. Il est allé rendre visite à ses grands-parents. Regardons cette petite vidéo. Il ne nous a pas donné l'autorisation de la diffuser, mais puisque c'est sur la place publique, on vous la propose. C'est parti. Maman Chama. Honneur. Ah, maman. Masuko. Maman Chama. Là. Maman caroise bon musique en fait. Ne fais pas de jalousie. Fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux, non. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh mon frère Perrin. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens. Oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je prends, c'est ça moi je prends. Je sais que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, j'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, faut pas pleurer parce que tu n'as pas fait d'enfant.
J'ai compris une chose, c'est que dans cette vie, tu sais, les gens ne sont pas faits pour être tous du même rang. Donc faut pas les déranger, hein. N'aie pas les longs yeux, le jour où tu as pu manger. Dis merci mon Dieu, faut pas me déranger. N'aie pas les longs yeux, non, le jour où tu as pu manger. Dis merci mon Dieu, non vis pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh mon frère, prends. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. C'est que Dieu me donne, oh. C'est ça moi je prends, c'est ça moi je prends. Demain ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, j'envie pas la vie des gens. Voilà les autres qui sont déjà là-bas. Mais c'est pas pour autant que je vais lâcher mon combat. Amour aussi aujourd'hui, je chante pour maman Tama. Mais quand mon moment viendra, j'irai à Paris remplir l'Olympia. Je peux pas me déranger, j'ai pas les longs yeux. Le jour où j'ai pu manger mon galet, je dis merci mon Dieu. Je peux pas me déranger, oh, j'ai pas les longs yeux, non. Le jour où j'ai pu manger, je dis merci mon Dieu. J'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu me donne, c'est ça je prends. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je prends, c'est ça moi je prends. Demain ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens, j'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu me donne, c'est ça je prends. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je prends, c'est ça moi je prends. Demain ma vie sera top, top, top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, j'envie pas la vie des gens. Merci. Aquí me fui. Ngã bụi mong qua chút tông Merci. Voilà. Oui. Van Nistelrooy, reconnaissant de la main qu'il a nourri, il est rentré, il est retourné au village saluer cette maman qui n'a pas hésité également à esquisser quelques pas de danse. De prime abord, cette maman ne l'a pas reconnu, vu l'âge. Bon, on était obligé de lui rappeler que mais ça c'est notre fils. Quand il était tout petit, il venait passer quelques moments ici à la maison. Devoir de reconnaissance. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit le vrai culte, c'est de prendre soin des orphelins et des veuves. Voilà, on a pris soin de Van Nistelrooy. On ne sait jamais de quoi demain voilà ce qu'il est devenu. fait. Et puis, bon, voilà. Et c'est très beau, hein, lorsqu'on voit cette matriarche se lever, esquisser quelques pas de danse. Ouais. Ça fait très chaud. Elle a même fait l'Oyenga à un moment donné. Tu sais, au village, nos mamans savent animer les fêtes. Et d'ailleurs, Van Nistelrooy n'a pas hésité à dire sur ses plateformes digitales que ceux qui le suivent, ses partenaires peuvent se mobiliser pour offrir une maison digne de ce nom à cette famille qui l'a vu grandir. Alors la transition est faite, on va passer à autre chose pour terminer cette émission. On est au cordon de l'excellence scolaire et de l'orientation également, à 5 jours de la rentrée scolaire. Bonjour à vous, mesdames. Vous êtes donc ancienne élève du lycée bilingue de Bafoussam. Il est prévu donc ce que vous appelez les journées d'orientation et d'excellence scolaire le vendredi 29 septembre prochain. Philomène Ducy, bonjour. Bonjour Maker, bonjour Ben Adjali. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs de My Prime. J'espère que vous allez bien. Votre vie est désormais top. Vous êtes parti de Bafoussam, vous êtes désormais journaliste à Douala établi à Douala depuis plusieurs années. En fait, moi je rêve que ma vie soit top aussi, comme au niveau de Van Nistelrooy. Sauf que je pense qu'il y a des choses que j'ai déjà eues de mon parcours depuis le lycée bilingue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de faire partie de ceux-là qui font le Giving Back to the Community avec l'association des anciens élèves du lycée bilingue de Bafoussam. Très bien. À côté de vous, Dorothée est là. Dorothée Bikoy. Bonjour Dorothée. Bonjour Maquet, bonjour
Ben Adjali. Ben Adjali est journaliste consultant au café. D'ailleurs, c'est le grand maître de ce plateau, donc qui nous oriente un peu. Alors, le Cameroun est dans l'intégration nationale depuis très longtemps. Vous êtes d'origine Bassa, vous êtes né à Bangwa. À Banganté. Hôpital de Bangwa. Exactement, et vous êtes allé faire votre lycée donc à Bafoussam. Vous avez fait vraiment toute votre adolescence là-bas, votre enfance et votre adolescence dans l'ouest du Cameroun. C'était une belle région pour vous? Très belle région, j'en garde beaucoup de souvenirs. C'est pour ça que je décide de rentrer encore au lycée bilingue de Bafoussam, ou bien à Bafoussam, dans j'appelle ça quoi, les origines quoi. Qu'est-ce que vous avez ramené de Bafoussam? Un époux, en dehors des diplômes au lycée? Non, bon, pas un époux, mais une grande famille constituée de... Attends, je pose la question autrement. Qu'est-ce que vous avez laissé à l'Ouest en contrepartie de tout cet amour que l'Ouest vous a donné? Je leur ai également donné mon amour. Absolument. C'est bien dit. Roland Macaire, la semaine dernière, nous recevions ici Carès Fosso, qui est de l'Ouest, a fait le chemin inverse. Qui a fait le chemin inverse, qui a grandi à Bogada, et puis bon, et voilà. qui parle bien Wondo. Ça fait plaisir. Est-ce que vous parlez Banganté, Fefe ou Jemondjumba? C'est dit bonjour dans tous les cas. Bon, je peux dire bonjour en Banjoun. Ah, ouais. Gomala, c'est ça? Gomala. Ouais. Gomala. J'espère que je ne vais pas me tromper réfléchit parce encore. que ça fait longtemps. Amgaka, j'espère, c'est ça. Et on répond à Piagne. À Piagne. Très bien. Alors, parlez-nous rapidement de cette journée d'orientation et d'excellence scolaire. Ça fait 10 ans que l'association des anciens élèves de Bafoussam existe et vous serez ce 29 septembre à votre 4e événement qui vous permet, vous, d'exercer ce devoir de retour pour guider les pas de vos petits frères et petites sœurs qui sont là-bas au lycée bilingue de Bafoussam. Effectivement, un peu plus de 10 ans que l'ASAEL, qui est l'une des nombreuses associations du lycée bilingue de Bafoussam qui existent aujourd'hui. Ouais. Mais ASAEL, effectivement, a eu ses premiers pas en 2011. Et au départ, ce n'était qu'une amicale. Donc, l'objectif était juste de réunir des élèves d'une promotion du lycée bilingue de Bafoussam. Ce sont des élèves qui ont été en classe de première et terminale ensemble et qui se réunissent un matin et se disent « Ok, nous allons essayer d'avoir un regroupement pour la solidarité ». Et puis, chemin faisant, l'initiative prend corps et en 2018 naît l'idée de faire un peu plus. Donc, il y a comme un éclatement de la vision de l'ASAEL qui commence à prendre la forme d'une association. C'est une association à but non lucratif et à partir de ce moment-là, naît donc l'idée de créer un événement qui va permettre aux anciens élèves du lycée bilingue de Bafoussam de pouvoir avoir un retour au lycée bilingue pour apporter du leur aux cadets qui sont encore inscrits à l'établissement. Donc l'ASAEL, à partir de 2018, s'ouvre à toutes les promotions du lycée bilingue de Bafoussam. Donc dès qu'on sort de ce lycée-là, on peut s'inscrire à cette association, on peut adhérer à cette association. Effectivement, un élève qui a eu le bac en 2023, donc de la promotion 2022-2023, est désormais susceptible d'être membre de l'association. Depuis 2018, si Philomène le dit, 2018 marque donc le début effectif de vos actions sur le terrain. Qu'est-ce qui a été fait exactement, Dorothée? Depuis 2018 sur le terrain, nous sommes allés au lycée bilingue de Bafoussam. Nous avons encadré les élèves à travers des journées que nous organisons, comme celle que nous allons organiser le 29 septembre. Ouais. Alors, nous rencontrons sur le terrain, nous donnons aux élèves, nous encadrons les élèves en leur montrant les sessions socio-professionnelles.
oui, l'insertion socio-professionnelle et l'entrepreneuriat, surtout en ce qui concerne les défis et les perspectives de l'orientation scolaire. D'accord. Donc on essaie de leur donner, de leur montrer que faut pas toujours compter sur l'État pour pouvoir dire je sors, je serai dans un bureau, je serai dans ci. Non, mais de créer toi-même, de pouvoir créer, parce que à Zahel aussi, dans Zahel, on trouve des chefs d'entreprise, on trouve des élèves qui ont, nos confrères qui ont grandi, qui ont créé des sociétés. Donc c'est avec ça qu'on essaye de montrer aux autres, à nos cadets, que c'est pas toujours l'État qu'il faut pas toujours compter sur. Alors il faut préciser qu'en 2013, lors de la première édition, il y a eu près de 1000 élèves touchés directement par des conseils sur l'orientation et une trentaine de prix remis aux meilleurs élèves. Et puis en 2021, il y a quand même un très grand, fossé. Entre 2013 et 2021, il y a une centaine de prix remis aux meilleurs élèves donc, et enseignants. En 2021, lors de la deuxième édition, la remise des bourses aux meilleurs bacheliers et GCE Advanced Level, session de juin 2021. Et puis 2022, la troisième édition, on a connu une cinquantaine de prix remis aux meilleurs élèves et enseignants et des bourses académiques aux meilleurs bacheliers et GCE Advanced Level, session 2022. Alors 2023, il y aura quoi? Qu'est-ce qu'on va voir sur le terrain? Et ce sera où? C'est toujours au lycée bilingue de Bafoussam. La journée d'orientation et d'excellence scolaire se déroule au lycée bilingue de Bafoussam. Et c'est toute une journée d'activité. Ouais. On a plusieurs articulations à l'ordre du jour. En général, nous avons une conférence débat. Une conférence autour de la thématique de cette édition. On va revenir sur quelques explications de cette thématique choisie pour l'édition 2023 tout à l'heure. Donc, il y a cette conférence débat là avec des spécialistes, des experts, dont des conseillers d'orientation. Donc, en général, on a toujours des conseillers d'orientation parmi les personnes qui interviennent, des professionnels, en fonction de la thématique qui est abordée. Donc, cette année, on aura cette conférence débat-là et ensuite, on a un moment qui est consacré à la remise solennelle des prix de l'excellence. Les prix de l'excellence sont décernés aux élèves qui sont démarqués au cours de l'année scolaire achevée. Donc, ce sont les élèves les plus brillants de toutes les classes. C'est un lycée bilingue, donc il y a une section francophone, il y a une section anglophone. Donc, les prix sont décernés. À votre époque, c'était déjà bilingue? Oui, bien sûr, c'était déjà le lycée bilingue. Sauf qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps. Et parmi les éléments qui ont évolué, bon, je vais revenir dessus, si vous me le permettez. C'était toujours un lycée bilingue à cette époque-là. Et puis, donc voilà les grandes lignes de la journée d'orientation et d'excellence scolaire. Et autour de ces activités-là, on a des petites causeries éducatives, puisque c'est un moment de rencontre et d'échange entre ceux qui sont passés au lycée bilingue et la génération actuelle. Je dois dire que pour nous, c'est important et ça me permet de peut-être passer un message à ceux qui nous regardent et qui ont été anciens élèves qui ont été au lycée bilingue de Bafoussam. Il se trouve qu'à l'époque, et même aujourd'hui, il y a des conseillers d'orientation et ils font un travail énorme. Sauf qu'en général, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir couvrir les effectifs. Il y a cet élément-là. Il y a aussi que c'est bien de montrer du concret aux élèves. Comme Dorothée le disait tantôt, au sein de l'association, il y a des personnes qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise, il y a des personnes qui ont eu un parcours académique excellent et qui peuvent justement, on sait pourquoi il y a des sessions des sessions de success stories où ces personnes-là qui peuvent être considérées comme des modèles en termes de parcours parlent avec les jeunes de leur parcours. J'espère qu'on nous regarde à Bafoussam ce matin. On est sur le canal 309, sur le bouquet Canal Sat. On leur dit à tous bonjour et d'être massivement présents à cet événement le vendredi 29 septembre prochain. Il y a un ancien élève du lycée bilingue
de Bafoussam, Yes. qui est devenu le King Kong, une star de renommée internationale, qui a souhaité parler de cet événement, parce qu'on ne fuit pas, on ne renie pas son passé. Voici Stanley No. C'est hyper important de soutenir la jeunesse dans sa mission scolaire. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Stanley No, the one and only Bangi Boy. Si vous me connaissez tous, vous savez que Bafoussam, c'est chez moi, c'est mon cœur. J'ai fréquenté au lycée bilingue de Bafoussam, le Libibaf. Donc, je me joins à ma voix pour soutenir cette grande association La Sahel, les anciens élèves du lycée bilingue de Bafoussam, pour cette grande journée d'orientation et d'excellence scolaire. C'est hyper important de soutenir la jeunesse dans sa mission scolaire et nous, on n'a pas de choix que d'éduquer cette jeunesse et de leur soutenir parce que le fer de lance de la jeunesse, c'est maintenant et c'est vous. Merci de nous soutenir, la Sahel, pour cette grande initiative. Et n'oubliez pas, ça se passera plutôt bien. On aura une belle année ensemble. À Sahel, together we succeed. Let's go. Très bien, Stanley No qui a fait donc ses classes là-bas au lycée bilingue de Bafoussam. On va dire une dernière chose rapidement. On a très souvent vu que les anciens élèves de certains établissements, on a accompagné les anciens élèves du collège Liberman récemment, qui sont allés offrir tout un orchestre à leur établissement. Vous avez des actions certainement dans ce sens-là dans les années à venir. Quel est finalement l'intérêt et l'impact de revenir en arrière, de revoir son lycée, l'école qui nous a enseigné l'Obéaba? L'impact sur nous? Sur les générations qui sont après vous. Ok. La première chose, c'est de pouvoir encourager les élèves. Ouais. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais tantôt, vous êtes passé au lycée bilingue. Vous avez parlé des success stories tout à l'heure. Justement, des success stories. Sur les anciens élèves, ça peut guillonner, c'est-à-dire que guider les... Effectivement, guider les nouveaux. Ouais. Parce que quand on est encore à une position, parfois, on voit beaucoup de difficultés. On peut se dire, est-ce que avec toutes les difficultés que je rencontre aujourd'hui, je vais pouvoir y arriver? Et c'est important, surtout pour les établissements du public. Je ne voudrais pas dire que dans les établissements du public, dans notre pays, il n'y a pas une qualité de formation. Mais souvent, justement, vous avez parlé de l'exemple du collège Liberman. C'est un collège. Très souvent, ces initiatives-là sont menées dans les établissements privés. Il y a beaucoup plus de suivi de ce que nous avons vu, même quand nous étions au lycée bilingue à l'époque. Il nous reste une minute avant la fin de cette émission. Et on se dit que les générations qui nous suivent en ont vraiment besoin. Et c'est la raison pour laquelle nous repartons au lycée bilingue aujourd'hui. Le mot de fin, Dorothée? Ok, je profite de l'occasion pour lancer l'appel, pour dire les autres anciens élèves qui ne nous ont pas encore rejoints, de pouvoir nous rejoindre. Alors, on nous retrouve sur Facebook. Nous avons un groupe sur Facebook à Sahel. Oui, à Sahel Libibaf. À Sahel Libibaf sur Facebook. Et à travers là, il y a l'orientation, comment est-ce qu'on peut faire pour adhérer. Je crois qu'on en reparlera certainement après le 29. Si votre cargo a assez d'espace de nous amener à Bafoussam le 29, il y aura l'œil du café là-bas et on rapportera tout ce qui va se dérouler là-bas à nos téléspectateurs. Merci Dorothée, merci Philomène. Merci Macaire. On peut contribuer pour participer à l'organisation de cette édition-là. Donc, si vous permettez, je peux communiquer un numéro de téléphone? Rapidement. Merci beaucoup. C'est gratuit, je fais ça gratuitement. Merci. On a une seconde, hein. Donc, on va être coupé. Ok. Le numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 6 91 95 96 54. 6 91 95 96 54. Merci, chères mesdames, d'être passées. Merci. Ben Adjali. Roland Macaire, c'est pas chaque jour qu'une femme dit qu'elle a. Madame Epo, Marie-Vicky, a 60 ans aujourd'hui. Elle est où? Elle est à Douala, enseignante
Elle fut enseignante parce qu'en même temps, elle prend sa retraite. Tout à fait. 60 ans bien sonnés. Elle habite d'ailleurs Bonamoussadi, enseignante Ali PPB. D'accord. Bonamoussadi. Donc, joyeux anniversaire à cette grande enseignante, n'est-ce pas, qui va laisser la craie et ses élèves, n'est-ce pas, pour se reposer. Repos bien mérité. Joyeux anniversaire à vous, grande dame. Alors, on aurait bien voulu terminer cette émission avec Angelbert Solo. On va remettre ça la semaine prochaine. C'est un digne fils donc, du Cameroun, artiste, musicien du côté de la grande région du centre Cameroun, là-bas du côté de Thuy. Mais il fait des choses exceptionnelles qu'on vous fera découvrir certainement la semaine prochaine. Merci à Johnson, à Jean Kebou, bien évidemment, et toute l'équipe qui les entoure, qui nous permet de vous produire cette émission tous les samedis. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, non Ben? Tout à fait, il sera partagé. Bon retour à Bafoussam. À chaque samedi suffit votre café. Salut. Je vous embrasse bien fort. Merci. Salut.